Et bonjour à tous, on vous parle d'une sortie streaming récente sur Netflix, c'est le film Le Monde après nous de Sam Esmail. C'est un film qui a suscité de nombreux débats et Geoffrey qui est dans le chat en sait quelque chose puisqu'il a dit j'aime bien le film, il a été retweeté par le compte officiel de Netflix France et tout le monde lui est tombé dessus. Alors est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou est-ce que c'est un navet? Non, là j'exagère un peu, ou est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est sympa? Ou est-ce que c'est pas ouf? Ça peut être plein de nuances. Sam Esmail, donc c'est son deuxième film. Son premier film s'appelle Comet, c'était un film avec Justin Long, une espèce de comédie romantique où un peu avec des thèmes dramatiques, un peu dans la veine Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou 500 jours Comédie ensemble, tu romantique sais, sociale. un peu décomposé comme ça. Ouais, d'accord, ouais. Et Sam Esmail, qui est connu aussi comme le créateur de la meilleure série des années 2010, j'ai nommé Mister Robot. Donc si vous n'avez pas vu Mister Robot, vous me ferez le plaisir de regarder euh, l'excellente série Mister Robot. Le scénario, Sam Esmail lui-même, c'est d'après un roman de Rouman Alam, qui est également producteur délégué sur le film. À la production, on retrouve, attention, comme pour Bayer Rustin, Barack et Michelle Obama. Et oui, en producteur délégué. Incroyable. Voilà, donc ça, fallait le citer aussi. Hein. Si vous voulez voir le segment sur Bayer Rustin, on parlait d'eux, on avait déjà été sur. Au montage, nous avons Lisa Lasek. Alors Lisa Lasek, c'est une collaboratrice régulière de Joss Whedon. Elle a fait pas mal sur la série Buffy et elle a été la monteuse de Avengers également. Elle a également travaillé avec Drew Goddard sur La cabane dans les bois et Saltant à l'hôtel El Royal. À la musique, nous avons Mac Quayle, qui avait fait la musique de Mister Robot, et également des musiques pour des séries, notamment Ratchet, 911, et de la musique pour le jeu The Last of Us 2. Au casting, très gros casting, nous avons Julia Roberts. Alors Julia Roberts, ça fait quand même quelques années qu'elle tourne plus énormément, mais elle avait fait une série avec Sam Esmail qui s'appelle Homecoming, et que je n'ai pas vu, notamment. Alors je crois que c'est une série où un peu, à chaque saison, ça change de personnage, donc elle a fait au moins la saison 1. Donc Julia Roberts en comeback. Son mari sera joué par Ethan Hawke, qu'on adore. Et il y aura également Mahershala Ali. Mahershala Ali, acteur incroyable. Je l'aime depuis les 4400. Je n'aime que lui. Ah oui. Vraiment, je l'adore. Je regarde tous les films où il est dedans. C'est aussi simple que ça. Miala qui joue donc la fille de Mahershala Ali. Et Kevin Bacon qui vient faire une petite apparition à la fin. Nam, est-ce que je te lance sur le pitch? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette première image, c'est une image de la planète Terre? Première image du film. Alors, il s'avère que dans l'histoire du monde après nous, ça commence tranquillement. Enfin, tranquillement. C'est-à-dire, ça commence par l'espace. Voilà. Il se passe des choses de l'infini. On va avoir quelques petits plans sur l'espace dans le film, notamment un qui arrive pas très longtemps après, sur un satellite où on voit son orientation qui qui change de manière drastique, ce qui pue, en général ça pue. Mais en tout cas, le film, après petit plan dans l'espace, va s'ouvrir sur Julia Roberts qui fait des bagages, enfin une valise. Parce que elle a décidé de partir au week-end avec les enfants et son mari, sans prévenir le mari et les enfants, c'est-à-dire voilà, elle s'est se lever le matin, elle s'est dit allez, aujourd'hui on se casse, j'en ai marre, les gens me saoulent. Ça c'est un truc voilà, qu'on va très vite savoir de son trait de caractère, c'est que les gens elle les aime pas. Et du coup ils ont pris un Airbnb pour quitter New York, et donc du coup elle a loué une très grande baraque, une baraque gigantesque. Dans les bois, dans le New Jersey, avec pas grand monde autour. Voilà, la maison, qui a une piscine également de l'autre côté. On est sur de la maison de riche, hein, voilà, de gros riches de Airbnb qui doit te payer cher ton week-end. D'ailleurs, on sait qu'il coûte au moins 2000 balles le week-end, le Airbnb. Voilà. Alors, tu peux faire le calcul à un moment dans le film. Et donc, il s'avère que donc ils vont s'installer là, la maison est cool. Voilà, ça se passe bien. C'est à Long Island où ils sont. Oui, au début du film en tout cas, oui c'est ça. Ouais. Dans New York. Ouais, le Long Island c'est dans New York. Il va se passer un premier événement plutôt important parce qu'il s'avère qu'il y a la plage pas loin et donc ils vont aller à la plage. Donc si tu peux changer de slide. Oui, parce que est-ce que tu penses que j'ai pris un truc de la plage? Peut-être bien. Bah j'imagine que oui. Eh bien oui. Mais donc sur la plage, il s'avère que voilà, il y a un bateau qui arrive à l'horizon. Et sauf que bon bah il arrive à l'horizon, donc il prend du temps pour venir.
le film te montre bien qu'il prend du temps pour venir, sauf qu'il va tout droit vers eux. Mais il est de plus en plus gros, quoi. C'est un peu bizarre. Et au bout d'un moment, il est tellement gros que tu te dis, mais en fait, là, il nous arrive vraiment dessus. C'est-à-dire qu'il y a le moment où bon, il est loin, donc il est à 1 heure, une demi-heure. Puis il s'approche, il est à une demi-heure. Puis il s'approche, il est à 10 minutes. Puis il y a un moment, tu le regardes, tu fais, mais là, dans 5 minutes, il est sur nous. Ce qui ne manque pas ce qui en effet finit par arriver. Donc il y a un bateau qui s'échoue sur la plage. Heureusement, les gens ont pu s'échapper. Après ces émotions, ces fortes émotions, il décide de rentrer à la maison. Alors, comme vous l'avez vu, je l'ai mis au début, je le remets. L'histoire est un peu découpée en chapitres, comme ça. Et donc, il y a un premier chapitre qui s'appelle La maison, et il y a déjà pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, déjà, notamment, là, alors, c'est difficile de le rendre sans montrer des images, mais là, parce que forcément, les images sont fixes. Mais déjà, on peut dire quand même quelque chose un peu sur les mouvements de caméra. C'est que depuis le début du film, le film a des mouvements de caméra extrêmement complexes. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas une transition qui est simple, il y a énormément de zoom, la caméra elle bouge dans tous les sens, ça commence la scène à l'envers et ça retourne la caméra pour se remettre à l'endroit, ça fait des travelling très 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 compliqués. Donc l'idée, à mon avis, qu'il y a derrière ça, bon, alors déjà, on est dans un thriller, donc ça donne des signes qu'on est dans un thriller, mais aussi il y a dès le début du film, en tout cas, un sentiment d'étrangeté par rapport à ce monde-là. Même si on est dans une vie très quotidienne et très banale, un peu bourgeoise, un peu normale, tous ces plans de caméra, tous ces mouvements vont venir un petit peu apporter une espèce d'étrangeté, voilà, à ce monde-là. Et on va comprendre que finalement, les phénomènes étranges qui ne vont pas manquer de se succéder, puisque ce bateau, ce n'est que le premier phénomène qui arrive, vont avoir une dimension assez métaphorique, quoi, d'une certaine manière. Oui. Il y a une autre chose qu'on peut déjà noter vis-à-vis des personnages, des relations entre les personnages, c'est qu'en fait, dans la famille, alors je vous ai surtout parlé des parents, Ouais. mais il y a les enfants, là on voit la fille de Do, là, qui est la petite, c'est la deuxième. Il y a un frère qui est plus grand, et en fait déjà dans la manière dont ça marche, t'as vraiment les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Il va y avoir très peu d'interaction des parents et des enfants de couples de personnages ensemble. C'est vraiment les parents vont interagir ensemble, les enfants vont interagir ensemble, et des fois ils vont se croiser. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner dans le film, et c'est un peu comme ça que ça va fonctionner pendant tout le film. C'est même assez étonnant d'ailleurs la manière dont c'est fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le film, en tout cas sur le plan visuel, par rapport aux autres productions de Sam Esmail, a des intentions de mise en scène qui sont relativement différentes, même si on peut retrouver des choses très similaires en termes d'univers et de thèmes. Par exemple, le thème, alors on va avoir le thème de la cyberattaque, par exemple, qui est le thème central de Mr. Robot. C'est vrai que dans Mr. Robot, qui est plutôt, ou dans Comet, par exemple, qui sont plutôt des choses qui vont traiter de la solitude, par exemple, de personnages un peu en marge, les personnages vont souvent être calés dans un coin de l'image, alors que là, les choses vont quand même être beaucoup plus centrées, et c'est plutôt les mouvements de caméra. Donc déjà, il y a un changement de style qui est notable. Par contre, dans les personnages, important de noter que le personnage principal de Julia Roberts est un personnage qui dit... Alors dès le début, en fait, dans la scène d'intro, donc je remets la scène d'intro là quand elle est en train de pack les trucs, à la fin, il y a un zoom sur elle. Elle va dire, vous savez, tous les gens là qui sont devant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, ils m'emmerdent. Et en fait, il y a quand même un thème qui est central dans la filmo de Sam Esmail, c'est la misanthropie. C'est vraiment, il peut pas blairer le train-train quotidien, les gens. Dans Comet, on a le personnage de Justin Long, qui est un mec un peu, qui va essayer de draguer une nana, mais qui parle un peu mal aux gens, qui est toujours, qui se croit vraiment meilleur que les autres systématiquement. Dans Mr. Robot, pareil, le héros a quand même un complexe de supériorité surdéveloppé. Et là, donc, on a le personnage de Julia Roberts, qui est un personnage en fait pas facile, parce que c'est un peu une sorte de Karen, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, elle est un peu, c'est un peu elle qui contrôle tout, c'est un peu elle qui décide de tout. D'ailleurs, son mari, qui est joué par Etano, qui est très infantilisé pendant tout le film, et c'est un peu elle qui tient la baraque, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, il y a une continuité quand même thématique dans l'univers de Sam Esmail. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, alors c'est marrant parce que à un moment, donc, il va y avoir une espèce de cyberattaque. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait être celle de Mr. Robot? Et en fait, Sam Esmail considère que tous les films de sa filmographie se déroulent dans des univers parallèles, en fait. C'est-à-dire que ça aurait pu se passer, quoi. Et en tout cas, bon, alors après, lui, il le dit comme ça, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler son style et ses thèmes, hein, quoi, de manière un petit peu plus ou ses obsessions, pour appeler ça comme ça.
En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour revenir sur ce bateau qui va s'échouer, quand même à noter, important que c'est pas n'importe quel type de bateau. Ce qui va s'échouer, c'est un pétrolier. Et donc en fait, alors c'est bienvenue dans la métaphore la moins subtile du monde. Un pétrolier fonce à pleine vitesse sur une plage. C'est donc une métaphore du réchauffement climatique à cause des énergies fossiles. Voilà, le film va jouer comme ça de métaphores à travers ces différents phénomènes qui vont se passer pendant le film. Et va vouloir faire discours sur la société, quoi. Et sur le monde actuel. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Le Monde après nous. Tout à fait. Un film de transition, d'une certaine manière, parce que ça évoque la transition, le titre. Du coup, la prochaine image, donc voilà, parmi les autres phénomènes, on va aussi avoir des daims et des cerfs qui vont commencer à arriver dans le jardin. En tout cas, les animaux vont commencer à avoir des comportements qui sont inhabituels, on va dire. Oui, il y a un élément qu'il faut qu'on cite également par rapport au scénario, c'est qu'à ce moment-là du film, ça fait depuis quelques temps que Internet marche plus trop. Ouais. Ils ont du mal à avoir accès au réseau. Voilà. Ils sont un peu coupés du monde, quoi. Ça commence à bugger. En fait, tout le monde autour d'eux commence à bugger. Et là, on est dans la représentation de ce que tout le monde sent en ce moment, c'est-à-dire il y a d'un côté le réchauffement climatique, l'inflation, des guerres de plus en plus fortes qui se déclenchent un petit peu aux quatre coins du globe. Donc cette espèce de monde en déséquilibre et pourquoi pas en proie à l'effondrement. Ah, ouais. Geoffrey, la petite, c'est pas qu'elle peut plus regarder Friends, Ouais. c'est qu'elle peut pas voir le dernier épisode de Friends. Et oui, la petite fille, elle, son obsession, et c'est très important dans l'histoire, c'est qu'elle veut voir la fin de Friends. Et ça a une grande importance. Et en fait, il va y avoir un parallèle qui est fait entre cette espèce de Friends va servir pour le discours au fil du film comme le monde idéalisé, le monde tel qu'il est maintenant, quoi, ou tel qu'il est censé être. Mais peut-être qu'il n'a jamais été comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, il va y avoir tout un débat, un petit discours autour de ça qui est assez amusant. Voilà, donc cette notion de déséquilibre aussi, donc ça c'est Ethan Hawke, donc qui joue le mari de Julia Roberts dans le film, qui est en train de jouer au Jenga. Bon, alors l'illustration, voilà, en motif c'est pas le plus subtil du monde, mais le Jenga, donc c'est ce jeu où vous prenez des petites briques en bois et vous les remettez les unes au-dessus des autres jusqu'à ce que ça tombe, jusqu'à ce que ça s'effondre. Pour l'instant, ça tient. Voilà, c'est ça que l'image nous montre ça. Mais en avançant dans le film, ça ne tiendra peut-être plus. Et là arrive un moment décisif du film, et là, Nam, je te laisse en parler parce que c'est un peu la suite de l'histoire, quoi. Oui, il s'avère que, alors qu'il passe la première nuit dans la maison, quelqu'un frappe à la porte, ou sonne, je sais plus, enfin quelqu'un est à la porte. Et il s'avère qu'il y a deux personnes derrière la porte qui se présentent comme un père et sa fille, et qui se présentent également comme étant les propriétaires de la maison. Vous pouvez vous en douter, d'après la description qu'on a pu faire du personnage de Julia Roberts, elle est zéro chaude. Ah non, elle a pas confiance, quoi, hein, direct. Ah ouais, non, elle a vraiment Elle passe en zéro mode carême, confiance. hein. Et d'ailleurs, elle a tellement pas confiance que, alors c'est quelque chose qui va être cité plusieurs fois sans forcément il t'appuie le truc au forceps, voilà. Mais peut-être qu'elle réagit comme ça parce que c'est deux personnes noires américaines. En tout cas, c'est un des messages aussi que les deux vont recevoir. Ce qui fait qu'en fait, on a un film où on avait déjà deux couples dans la maison, les enfants et les parents, et on a un nouveau couple de personnages qui arrive, qui est un père et sa fille, donc qui vont un petit peu vont servir aussi de jonction entre les deux premiers couples qui étaient séparés, parce que eux, ils ont pour le coup une relation qui est plus je dirais pas fusionnelle, parce qu'on est quand même pas dans ce genre de relation, mais au moins une relation qui a l'air de mieux fonctionner qu'entre les parents et les enfants de la première famille. Sachant que, pareil, la fille, dans la suite de l'histoire, va plus être du côté des parents que des autres enfants, qui va aussi brouiller un petit peu les pistes entre les différents rôles, on va dire, des personnages qu'on a au début. Et donc ce qui se passe, c'est que cette famille qui arrive chez eux demande l'hospitalité pour la nuit. L'hospitalité dans sa propre maison. C'est ça qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, justement, j'en profite. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'étais un petit peu moqueur en disant que la métaphore du pétrolier qui s'échoue, c'était pas subtil. Autant là, je trouve les propriétaires du Airbnb qui reviennent, qui sont des Afro-Américains et qui disent « Est-ce qu'on peut avoir l'hospitalité chez nous ?» et qui sont obligés de demander pour avoir l'hospitalité chez eux. Là, je trouve que la métaphore justement du déclassement des Blancs, ou des Blancs qui sont obligés de voir eux, ils sont Blancs et qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le pays et qui habitent là et qui sont des Américains
et qui ont besoin de vivre. Et là, je trouve que le film, pour le coup, a une métaphore sociétale, en tout cas beaucoup plus fine, et qu'en plus ça va très bien avec le thriller parce qu'à ce moment-là, le film tourne un peu au film de Home Invasion, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire Ah oui, ce truc où on envahit des maisons. Ça m'a fait penser au dernier Shyamalan qui est nul, là, Knock at the Cabin, où il y a des Oh, j'ai étrangers bien qui arrivent dans la maison. Ah, toi, t'as bien aimé? Bon, on Ouais. fera un débat là-dessus. Tiens. Bon. Bon, moi j'ai pas aimé, mais Nam a aimé. Vous ferez votre avis. Et donc, voilà, on arrive dans un thriller de Home Invasion sur une thématique un petit peu raciale. Et là, je trouve que alors, à ce moment-là, pour moi, le film fonctionne très très bien, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est très marrant aussi dans cet aspect home invasion, c'est qu'en fait, des deux points de vue, c'est une home invasion. Du Oui, point de vue des propriétaires, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux, ouais, et mais du point de vue aussi du couple d'Ethan Hawke et de Julia Roberts, parce que de leur point de vue, la maison qu'ils ont louée est envahie par deux personnes qui s'avèrent être les propriétaires. c'est ça. Voilà. Donc je trouve que ça marche très bien ce truc-là. Surtout que du coup, les propriétaires vont genre dormir à la cave, là où les gens qui ont loué la maison vont prendre les chambres que les propriétaires doivent utiliser habituellement. Voilà. C'est quand même très très rigolo, je trouve. Bah, Voilà. en tout cas, je trouve que la métaphore, la représentation de la société, en tout cas métaphoriquement, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup moins asséné. Et là, justement, alors, quand eux, ils discutent de tout ça entre eux, on va voir que... Alors moi, c'est ce que j'appelle des éclairages de thriller, ça. C'est-à-dire vraiment les grandes baies vitrées qui font des trucs un peu film noir comme ça. Ce qu'on appelle l'éclairage thriller. Et donc, voilà. Alors, de toute façon, le film, au niveau des effets, de mise en scène et des effets visuels, donc je dis, c'est bardé d'effets. Ça peut être un peu épuisant par moment, c'est-à-dire que le film est vraiment jamais calme, quoi. C'est-à-dire vraiment, il y a pas, t'as pas le droit à un plan fixe, quoi. T'as pas le droit à un plan fixe et t'as même pas le droit à un petit chant contre chant très banal. C'est-à-dire à la fois, il est jamais banal, ça part dans tous les sens. C'est extrêmement sophistiqué. Alors, moi j'aime bien parce on s'ennuie pas. Après, ça peut devenir un petit peu écœurant par moment aussi. Et je trouve que le film, du coup, a toujours être un peu dans cette étrangeté-là et à pas se poser. Parfois, on avait vraiment l'impression qu'on n'est plus dans la réalité, quoi. Qu'on est dans une espèce de monde un peu éthéré, comme ça, purement Mais en même temps, métaphorique, purement en, en- idéal, quoi. en même temps, ça rejoint le thème du film qui est que les gens ne savent pas. On sait pas ce qui se passe Ouais, pendant tout le film. Donc le fait qu'on soit un peu que la mise en scène joue le fait qu'on soit perdu, je trouve que ça marche bien. Sachant que dans le film aussi, alors ça pareil, ça c'est un truc, voilà, il y a beaucoup voilà de mise en scène dans ce film, et il y en a certains qui vont reprendre il y a des fois il y avoir des petits clins d'œil à d'autres films ou à des classiques. Par exemple, alors je sais plus quand, mais je crois que c'est déjà passé à ce moment-là, mais à un moment il y a un plan zénital qu'on voit, donc les plans zénitales, vous savez, c'est les plans de la caméra en haut, mais comme si elle était perpendiculaire au sol, Mhm. dans l'idée. J'en Donc ai le un film, après dans les images. c'est ça, et ce plan-là d'ailleurs, qui a été fait pour la première fois dans La mort aux trousses de Hitchcock. Voilà. Ouais. Donc on est dans ce genre de filiation-là. Et d'ailleurs, il y a d'autres, Il y a il y beaucoup a d'hommages d'autres. au thriller, effectivement. Mhm. Il y a une autre séquence aussi qui va reprendre La mort aux trousses à un moment plus tard avec un avion. Voilà. Et donc, alors, et de nouveaux phénomènes apparaissent, c'est-à-dire que, alors, on comprend que le personnage de Mahershala Ali, lui, sent qu'il y a alors, ils reviennent à la maison, on n'a pas dit pourquoi, mais en fait, ils reviennent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Et lui, il a perçu, alors, on comprend pourquoi après, mais en tout cas, il a perçu qu'il fallait se mettre à l'abri, quoi. Ouais. Il a perçu ça comme ça. Et donc, ils vont se retrouver devant la télé, et devant la télé, et bah, ça fait et plus rien ne fonctionne. Et après, il va y avoir des messages d'alerte qui vont commencer à passer à la télé, et on arrive donc dans la partie 2 du film. Et d'ailleurs, on peut en profiter aussi pour dire que voilà, le personnage de Marshall Ali, il est comment? En termes de classe sociale, il a Oui, une classe sociale qui est beaucoup plus élevée que que le couple qu'on suit depuis le début, qui est déjà fait partie de la classe moyenne haute. mm, C'est genre il est gestionnaire de patrimoine pour Jeff Bezos et Elon c'est Musk. Tu vois, ça, on est sur ce genre de mec. Donc voilà, il a accès à un niveau euh, de, exactement. de, Tiens, j'ai ton à, petit des plan. à des sphères quand même très élevées, voilà. Sphères auxquelles n'ont pas accès les personnages qu'on suit, qui sont pourtant a priori des blancs privilégiés. C'est Donc ça, c'est ouais. plus rigolo, je trouve aussi. Ouais, ouais, bah oui. C'est... Et d'ailleurs, lui va avoir des manières bien plus élaborées et sophistiquées que les leurs, en fait. Il va être beaucoup plus Oui. poli qu'eux et beaucoup plus sympathique. Voilà un petit plan zénital, comme tu le disais. Je sais pas si c'est à celui-là que tu pensais, mais il y en a plusieurs hein, dans le film.
Oui, bah plan zénital qui parce que là ouais il est un peu orienté. Ouais, D'habitude le plan zénital c'est vraiment ouais, ouais. 180 tu vois, genre, tout droit, bam, et avec la caméra qui pointe vers le bas. Mm. Mais oui, enfin ça peut compter bien sûr. Donc là, bon, les personnages continuent à essayer quand même de profiter un petit peu de la maison. Tout à l'heure, j'ai dit c'est bardé d'effets et c'est très sophistiqué. C'est aussi parfois jusqu'à l'écœurement, mais c'est ce qui fait que le film est quand même assez immédiatement captivant. C'est-à-dire qu'à l'image, voilà, quand on se prend un plan comme ça dans la gueule toutes les 5 secondes, parce que c'est à peu près ça qui se passe, on se régale hein, quand même. Hein. C'est-à-dire, Ah oui, oui. Et c'est quand puis même, c'est quand même plutôt pas ça mal, quoi. puis ça te rythme quand même beaucoup le film, Mm, même si il y a beaucoup de plans qui vont être très lents ou très longs. Et puis surtout le fait que, bah, en fait, vu que les gens savent pas ce qui se passe et qu'ils sont dans une maison au milieu de nulle part, et bah ils passent leur temps à attendre et à se faire chier. Et grâce à ça aussi, ça fait que le spectateur ne partage pas l'ennui des personnages. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, c'est une esthétique qui peut te déplaire. Le mari, en partant en voiture, va tomber sur une femme manifestement, en tout cas latino-américaine, d'ailleurs qui va lui parler en espagnol et qui va lui dire, en gros, par pitié, emmenez-moi, quoi. C'est à peu près ça qu'on comprend. Oui. En Euh, gros, qu'elle veut rentrer chez elle. oui, voilà, c'est ça. Et lui, bah, comme il comprend pas l'espagnol, va dire, non, en fait, non, non, je me barre, attendez, je comprends pas ce qui se passe, etc. Bon, encore une fois, une petite métaphore de la peur de l'étranger, des Oui. latino-américains, du rapport qu'ils peuvent avoir avec ça. La scène marche bien parce que l'actrice est super dans cette scène-là. L'actrice est Je trouve super et qu'elle je est trouve hyper Ethan Hawke captivante. il le fait très bien aussi. Ouais, ouais. Lui, il fait très Et bien le con, ouais. Parce qu'il fait un peu le con, quoi, dans le. ouais, et surtout ce qui est plutôt marrant aussi, enfin marrant, c'est qu'à ce moment-là du film, Ethan Hawke dans le couple, c'était le personnage qui était capable de faire preuve d'empathie Mm, mm, et qui était capable, oui, ouais, c'est ça, de prendre des décisions basées sur son empathie. mm, Et là, c'est le premier moment où on voit que où il faillit, tu vois, mm. Ouais. où il fait un truc pour le coup qui est ouais, qui est pas bien, qui est inhumain. Parce qu'il laisse une personne en détresse. En plus, c'est même pas genre la personne il l'a vu, la personne elle lui a parlé, il s'est arrêté et il décide consciemment de repartir en mode démerde-toi, tant pis. Ce qui est très terrible dans ce film. Et d'ailleurs, qu'il y a quelque chose un événement qui va le traumatiser le personnage et il va mettre pas mal de temps avant de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Mm, mm. Mais les Ethan Hawke malheureusement cette scène, c'est pas les seuls malheurs qu'il va avoir. Parce qu'il y a justement l'avion, le fameux Voilà, avion. alors j'ai un plan avion. Juste pour dire que, à mon avis, c'est l'une des thèses du film, c'est-à-dire que l'effondrement qu'on nous promet, on parle toujours d'un effondrement en termes de guerre, en termes d'explosion, etc., ce qui arrivera dans le film, mais est avant tout un effondrement moral, quoi. C'est-à-dire que les Oui, personnages s'effondrent sur eux-mêmes, oui, et oui, c'est notamment ça. à partir de cette scène-là. Et là, effectivement, on va voir. Alors, moi, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que dans le film, en fait, donc, il se passe des phénomènes quand ils sont ensemble au fil du film, et il y a des phénomènes un petit peu plus spectaculaires. Et à partir de ce moment-là dans le film, les phénomènes vont toujours être mis en parallèle. C'est-à-dire, on va voir. Mm. Donc là, par exemple, le personnage de Mahershala Ali et le personnage d'Ethan Hawke vont suffire un phénomène plus spectaculaire, et on va avoir un montage cut entre les deux qui va alterner entre les deux phénomènes. Là où une scène d'action globale normale aurait montré d'un seul tenant chaque scène, là, ils mixent les deux. Et alors moi, je les trouve vraiment captivantes. Quoi. Toutes les scènes comme ça, vraiment, ça fonctionne très bien. Les VFX sont plutôt pas mal. Donc tout simplement, Mahershala Ali, là, il est sur une plage. Et en fait, il voit qu'un avion s'est écrasé. Déjà, la scène est hyper captivante parce qu'en gros, il trouve une montre dans le sable et en fait, c'est un bras qui est arraché. Et en fait, après, tu comprends que c'est un avion. Et il va voir un autre avion arriver au loin qui va s'écraser. Pile à Oui. cet endroit-là aussi. Donc, ce qui donne l'impression en tout cas que c'est un détournement d'avion, quoi. Parce que s'ils Mm. tombent tous au même endroit, quoi. Il y a un côté un peu triangle des Bermudes comme ça. Et en parallèle, Ethan Hawke est poursuivi par un avion qui balance des trucs. Et alors on sait pas ce que c'est. Il balance des trucs rouges. Et au début on se dit ah est-ce que c'est pas genre du napalm ou un truc chimique, un peu comme dans La Mort aux trousses, hein, typiquement. Et Mm. en Oui, fait c'est ça. plus il s'avance, plus on va se rendre compte que c'est des papiers qui sont balancés. Papiers qui s'avéreront être des tracts de propagande islamiste disant Oui. mort à l'Amérique. Et sachant qu'un autre personnage du film dira plus tard, ah oui, mais à un autre endroit du pays, ils ont envoyé des tracts nord-coréens. Donc Oui. apparemment, ce serait un phénomène qui se répliquerait à l'échelle du pays. D'ailleurs, bon, alors encore une fois, des métaphores, mettre en parallèle des avions qui s'écrasent et des tracts sur l'islamisme, ça rappelle évidemment le 11 septembre. Et tous ces tracts qui tombent d'un coup, ça fait penser un peu aussi
à la surmédiatisation qu'il va y avoir de l'islamisme, et notamment sur les chaînes américaines type Fox News, etc., ou sur les sites internet un peu complotistes, il va être littéralement envahi de peur islamiste physiquement, quoi. C'est ça qui va se passer, quoi. Donc là, la scène, vraiment, bon, pour moi, marche du tonnerre, c'est vraiment une super scène aussi. Cette scène, elle était incroyable. Vraiment, t'es dedans. Geoffrey nous dit aussi que voilà, c'est une scène favorite du film, et je comprends pourquoi. Ouais, c'est vraiment une scène. De toute façon, le film, pardon. De toute façon, le film il a divisé, mais je pense qu'on peut pas lui retirer qu'il a des moments assez mémorables, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments, et ça, Sam Esmail, il sait faire, quoi. Même si on peut être dubitatif sur le propos général du film, même si on peut être dubitatif sur l'enjeu de mise en scène générale du film, je pense qu'on peut pas lui retirer qu'il y a des scènes que t'as jamais vues ailleurs au cinéma. Et ça, bravo. D'ailleurs, petite parenthèse, mais en fait, les islamistes et la Corée du Nord qui s'allient pour attaquer les États-Unis, c'est le scénario d'un film. C'est le scénario de Team America. Ah, excellent. Que j'ai failli recommander dans un précédent segment, Team America. Team America, excellent film avec Matt Damon. Matt Damon. Voilà. Bon, pour commencer, si vous connaissez, on vous en dit pas plus, vous irez voir ce que c'est. C'est fait par les créateurs de South Park. Voilà, on peut vous prévenir quand même. On peut faire un petit trigger warning quand même à l'avance. Ouais. Nous arrivons dans la partie 3, donc, qui s'appelle The Noise. Après, voilà, en fait, après chaque partie, en fait, ça va être dans chaque partie, il va y avoir un événement étrange, un ou plusieurs, parce qu'en fait, voilà, comme tu disais, vu que ça va être monté en parallèle, en fait, il va y avoir un passage d'événements étranges, on va dire ça comme ça, dans chaque partie. Un moment où le film s'énerve, quoi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et là, l'événement étrange qu'il va y avoir, ça va être... alors déjà, oui, là, on va suivre les enfants qui vont tenter une excursion dans les bois, parce qu'ils ils en ont marre de la maison. Et ils vont trouver une petite cabane là-bas, dans laquelle ils vont jouer à se faire peur. Enfin, en tout cas, le frère va jouer à faire peur à sa petite sœur, comme tout bon grand frère, bien entendu. Et il va avoir un événement qui va survenir, qui est donc le fameux bruit, qui est une espèce de bruit strident, qui apparemment est tellement fort qu'il y a des verres qui cassent, et les gens se retrouvent par terre, tellement c'est violent. Alors, ce que je voulais rajouter par rapport à ces personnages-là et pourquoi j'ai pris cette image-là, c'est aussi pour montrer que, comme le film est quand même largement métaphorique, l'idée c'était de recréer une société un petit peu en miniature, et du coup de caractériser les personnages quand même de manière à ce qu'ils englobent suffisamment de personnes pour être crédibles. C'est pour ça que Julia Roberts c'est un peu la Karen, par exemple. Et là, on voit que l'ado... l'ado, de toute façon, il est obsédé, il a un t-shirt, donc OB, qui est une référence à Invasion Los Angeles de Carpenter. Alors, ce logo-là, c'est une marque, mais en tout cas, le OB, je sais que ça vient de là. Et l'autre personnage, je crois que c'est un lutteur français, mais bref, en tout cas, pour montrer qu'il est dans la rébellion adolescente, hein, quoi, en gros, c'est un peu ça que ça montre. Et elle a le t-shirt NASA, qui tendrait à montrer qu'elle a un esprit encore plus rêveur et encore un petit peu plus innocent. D'ailleurs, ce qui est manifesté aussi par son obsession pour Friends, qui est un petit peu décalée par rapport au reste et qui montre qu'elle est encore dans l'enfance, quoi, d'une certaine manière. Aussi, ça peut être une problématique pour moi dans le film, dans le sens où, comme ces personnages, ils sont très englobants, parfois je les trouve un petit peu désincarnés. Je trouve que la petite fille marche très bien, et les parents aussi. J'ai quand même des réserves sur le personnage de l'adolescent qui, pour moi, m'a semblé vraiment être tout du long un cliché de l'adolescent. Et je trouve que le pauvre, vraiment, il a rien pour lui, quoi. Il a vraiment pas... Il a pas de scène qui le différencierait ou qui lui donnerait de l'épaisseur, quoi. Et voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage dans la caractérisation des personnages. Après, c'est très difficile à faire quand tu fais une société en petit comme ça, de à la fois faire des personnages qui sont assez englobants et en même temps de leur donner une texture et une personnalité propre qui les rend plus ancrés dans le réel, quoi, d'une certaine manière. Oui, parce que là, c'est vrai que le grand frère, cette personnalité, il embête sa sœur et il est orni. C'est quand même peu. Alors, ce qui est une bonne caractérisation de l'adolescent standard, mais je pense qu'il méritait d'avoir quelque chose en plus, quoi. Un truc un petit peu à lui, quoi. Oui, bah écoute, il aurait pu être, s'il était gay, il aurait pu être héros de Bottoms. Voilà, c'est ça. Il a même pas ça pour lui, tu vois. Allez voir le segment, il est très bien. Ouais, mais oui, il a pas... ou même, je sais même, non, mais même, tu vois, il aurait été collectionneur de cartes Pokémon ou n'importe quoi, enfin un truc qui l'aurait un petit peu plus singularisé, quoi. Modérateur sur Reddit. Voilà, il serait allé sur 4chan toute la journée, je sais pas. C'est pas le même genre de personnage. Hein. C'est ça. Nous arrivons dans la partie 4 avec cette scène
Donc en fait, cette scène où Ethan Hawke remplit une baignoire et donc la fille de Mahershala Ali qu'on voit dans le fond là, si vous regardez à gauche, on la voit dans le Oui. miroir. Déjà le plan claque, hein, le plan est encore une fois, hein. Et cette scène où il dit bah j'ai entendu dire que quand il y avait une apocalypse, faut remplir la baignoire pour avoir de l'eau. Ce qui m'a fait penser à ma scène préférée du film La Route, où en fait, donc La Route c'est dans un monde post-apocalyptique, et à un moment il y a un flashback, et en fait on va juste voir le personnage du héros qui est joué par Viggo Mortensen, qui va être en train de remplir sa baignoire. Et on va jamais expliquer pourquoi il remplit sa baignoire, et en fait on comprend tout de suite qu'il a l'instinct du survivant, et donc qui remplit directement sa baignoire. Donc, et là il y a un écho, et, alors que là la scène est un petit peu ridicule. Donc voilà, très bon film qu'on vous recommande. Et je vous recommande le bouquin aussi, qui est très bien. Mais le film est une Par bonne contre, adaptation. trigger warning pour la route Oui, aussi, voilà, hein. ouais, c'est vraiment méchant. C'est vraiment un film très violent et très désespéré et très noir. Et pour moi, voilà, cette scène-là, je l'ai vue un petit peu comme une parodie de la scène du film dans La Route, où c'est un peu l'apprenti survivant, quoi. C'est que lui, on sent que sa caractérisation, c'est qu'il est pas taillé pour survivre et que ça va pas vraiment le faire, quoi. Et, oui, et du coup, la fille lui propose d'aller fumer un joint. Mm. Voilà, donc ça c'est l'aspect dont je parlais plus tôt dans la première partie, où les couples vont se refaire un petit peu un certain temps, du moins cette Un nuit-là. petit croisement, quoi. C'est ça, où Ethan Hawke et la fille vont aller fumer dans l'extérieur, tandis que Julia Roberts, Mahershala Ali, vont aller écouter de la musique et danser ensemble et peut-être faire une grosse bêtise. Mm. Et puis bah les gosses ils vont toujours être dans leur coin parce que de toute façon personne se mélange avec eux, voilà, c'est Ok, une partie du film que moi j'aime un petit peu moins, même si elle donne un petit peu corps au personnage, mais c'est vrai que la tension retombe un petit peu à ce moment-là, et d'ailleurs j'ai même pas mis d'autres images de cette séquence-là. Euh, je, je trouve la séquence un peu... J'ai pas encore établi quelle était vraiment son utilité dans l'histoire, surtout que le côté... potentiellement l'infidélité de Karen ne me semble pas apporter beaucoup de choses. Allez, ça me semble un peu plus cliché, quoi, on va dire ça. de Karen et de Et Ethan Hawke d'ailleurs, oui, d'ailleurs, oui, qui est plusieurs fois cité. effectivement. Oui, Euh, oui. parce que clairement l'autre, la fille lui fait un peu du pied et il va même jusqu'à demander si il a déjà couché avec des étudiantes. Donc Ouais. voilà, on est sur un Mm, mm. voilà. Et oui, voilà. Puis alors pour moi, cette séquence-là, elle permet aussi de montrer que sous le vernis des apparences, il y a aussi une réalité. C'est-à-dire que jusque-là, les personnages se sont un peu présentés par leurs apparences et sur comment ils se sont représentés. S'ensuit une partie suivante où vraiment les choses vont commencer à salement dégénérer, puisque cette fois-ci, Internet est coupé et il y a des rumeurs d'attaque. En tout cas, je crois que Julia Roberts reçoit sur son téléphone des messages un peu inquiétants, disant qu'il y a une cyberattaque et éventuellement peut-être même une invasion des États-Unis. Ça commence à chauffer. Et oui, et là il s'avère que le fils est tombé malade. Ouais. Et de manière assez spectaculaire, vu que ses dents commencent à tomber. Ouais. Voilà, Ce qu'ils mettent sur le compte d'une morsure de tique dans la forêt Ouais. précédemment. Mais pas forcément, c'est-à-dire que là, il commence à y avoir une paranoïa éventuellement qu'il y ait une attaque chimique ou une espèce de maladie qui se répand parmi les gens, quoi. Moi j'ai pensé radiation, tu vois. Oui, bah, ça peut être également ça. Oh, ça aurait pu être ça. Mais Et, je crois qu'il mais parle du plus de coup, maladie à ce moment-là parce que justement, lui dit mais si tu pars et qu'il y a une maladie, enfin, en tout cas, de toute façon, tous les scénarios d'apocalypse qui sont dans l'air du temps, en tout cas, et d'ailleurs, c'est beaucoup un film sur la peur, hein, d'ailleurs, pareillement, puisqu'en fait, ils savent pas ce qui se passe et comme ils savent pas ce qui se passe, ils imaginent systématiquement le pire. Alors, il va s'avérer que là, le pire va advenir. c'est ça. Ou est en train déjà d'advenir. Mm, Et eux ils sont pas au courant parce que voilà, ils ont pas accès aux informations. Mais du coup, voilà, bon, le fils est très malade, il va falloir le soigner. Heureusement, GH connaît un voisin qu'on a Voilà. croisé plus tôt dans le film, qui faisait des grosses courses. Voilà, qui les accueille pas de manière très amicale. Bah, à la manière d'un survivaliste, quoi, on va dire ça comme ça, ce Ah. qu'on attendrait. Et surtout, c'est à la manière d'un survivaliste pour qui, ça y est, la shit hit the fans. Le caca a touché le ventilateur.
Donc les règles sociales sautent, en tout cas c'est ce qu'il explique. Et aujourd'hui c'est chacun pour sa gueule. Et vous voulez quelque chose, et ben moi j'ai pas besoin de vous, donc vous vous cassez. Et donc le pire c'est vraiment l'effondrement moral quoi, qui est au cœur du problème. Et ça va être caractérisé par ce personnage qui est un petit peu le... Alors c'est marrant, il a le même look qu'Ethan Hawke, mais tu comprends que c'est un petit peu... il y a un petit jeu de miroir entre les deux quoi. C'est-à-dire ils ont à peu près la même dégaine, sauf que Ethan Hawke c'est un peu le survivant débutant et lui c'est le survivant aguerri quoi d'une certaine manière. Mais quand même c'est une scène qui est au final assez rigolote entre guillemets, parce qu'ils vont réussir à le convaincre quand même de faire la bonne chose à l'amadouer quoi. En échange d'argent, alors que si c'est effondrement social et compagnie, les thunes ça n'a plus qu'une valeur. D'ailleurs c'est ce que le personnage dit au début, donc c'est... Donc le montage va être fait en parallèle entre cette scène-là où ils vont être avec le survivant et qui vont commencer c'est-à-dire que Mahershala Ali va sortir une arme aussi et vont commencer à se pointer l'arme l'un sur l'autre. Et de l'autre côté, les deux femmes qui vont se retrouver ensemble, puisque là encore il y a eu un nouveau croisement dans les couples, vont se retrouver dans la cabane au milieu des bois puisqu'ils cherchent la fille qui a disparu, et vont se retrouver au milieu d'une invasion de cerfs qui sont juste là et qui les regardent. Comment t'as interprété cette scène, soit des cerfs qui les regardent? Par ailleurs, il y a eu d'autres phénomènes précédemment dont j'ai pas parlé, parce que c'est à peu près le même système que les autres, mais les scènes sont très chouettes, notamment une avec des voitures Tesla, qui est assez mémorable. Qu'est-ce que tu penses de ces cerfs qui viennent les voir et des animaux qui de manière générale viennent les voir? Il y a aussi des flamants roses dans la piscine à un moment. Alors, à un moment, t'avais des passages, parce que bon, il y a quand même des moments où il y a des petits passages, des signals ou des petits des bouts de programmes radio ou de télé qu'on entend. Et il y en a un où t'entends vite fait qu'il y a un truc qui pourrait déstabiliser les déplacements d'animaux. Moi, je dirais... Après, bon, voilà, ça merde dans le truc. Vu que ça s'appelle Le Monde Après Nous, c'est en gros les animaux qui viennent un petit peu faire témoin des derniers humains qui vont jamais croiser, parce que bientôt il y en aura plus. Le titre en anglais, c'est Leave the World Behind. Ça veut dire laisser le monde derrière. Et l'affiche du film là qu'on voit sur le côté, c'est vraiment ce cerf qui est au milieu. Moi, je vois aussi la scène comme un petit peu le retour de la nature, quoi. C'est-à-dire le retour de la nature comme le retour de la confrontation à la réalité de ce que c'est la vie, c'est-à-dire que la nature vient et regarde et attend son heure d'une certaine manière. Voilà, la nature en tant que réalité immuable, quoi. Même s'ils ont toute leur volonté. Et d'ailleurs, elles essaient de chasser ça parce que ça les angoisse. Elles leur crient dessus pour que les animaux partent. Et puis les animaux, ils en ont rien à foutre. Donc, s'ensuit donc la scène, on va voir que effectivement New York est bombardée, puisqu'il y a une bombe qui explose dessus. Potentiellement, alors je sais pas si c'est une bombe atomique, en tout cas une grosse bombe. Oui, du gros calibre. Atomique, je pense pas. Ça avait pas l'air en tout cas. Oui, ça n'avait pas trop champignon, mais effectivement des bombes tombent et on entend des tirs au loin. Il n'y a pas le flash non plus, parce que normalement la bombe atomique, quand tu la vois péter, déjà tu deviens aveugle. Et donc voilà, la guerre est bien là et l'effondrement est bel et bien là. Et la petite fille, elle, donc qui avait disparu depuis le début, en fait on sait où elle est, puisque pendant qu'elle se baladait avec son frère, elle a vu une maison au loin et elle a dit à son frère, tiens, je veux aller dans cette maison. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi elle dit je veux aller dans cette maison d'ailleurs. Est-ce qu'on sait pourquoi elle est attirée par cette maison? Je crois que c'était juste dans l'idée d'aller sur le toit ou de monter pour voir ce qui se passe autour. Ce qui va d'ailleurs en fait était la bonne solution, parce que c'est monter, ça aurait pu leur donner les infos qui leur manquaient. Parce qu'ils auraient pu voir la ville, mais voilà. Parce qu'effectivement, là on le dit, tu parles d'infos qui manquaient, c'est vrai qu'en fait je pense dans le film, en parlant avec toi, hein, c'est comme ça que j'exhume le truc, c'est qu'il y a à mon avis une critique des médias, ou en tout cas de comment les gens s'informent et comment ils reçoivent l'information et comment ils entrent finalement dans des cercles un peu paranoïaques. Tu vois, c'est un truc que j'avais pas forcément attrapé tel quel dans le film en le regardant. Parce que pendant tout le film, à partir d'informations parcellaires, les gens prennent des décisions et se forgent des avis qui peuvent être très radicaux. Mais ça peut être comme par exemple juste Julia Roberts qui voit deux personnes arriver la nuit, elle sait pas qui c'est, elle se méfie, point. Et même si les gens donnent des informations qui authentifiques, qui sont bien chez eux, ouais. C'est ça, que c'est bien chez eux, que c'est pas n'importe qui non plus. Vu qu'il lui manque des informations, et en final, même en ayant plus d'informations, c'est même plus ça l'important, parce qu'elle a déjà fait
elle a déjà son avis et c'est déjà trop tard. Du coup, donc la petite fille est dans la maison. Et cette maison qui est abandonnée, en tout cas ses occupants ne sont pas là, puisque c'est peut-être une maison de vacances ou un truc comme ça, il va s'avérer qu'en dessous de cette maison, eh bien, il y a un bunker sécurisé pour l'apocalypse. Précédemment, le personnage de Mahershala Ali a expliqué, lui, pourquoi il avait des inquiétudes et qui l'ont poussé à venir se remettre à l'abri. C'est parce qu'il y a un de ses clients fortunés qui commençait à faire des opérations qui semblaient un petit peu désespérées. Et aussi parce qu'il avait entendu parler d'un plan pour déstabiliser un pays. Et comment on ferait pour qu'un pays s'effondre. Et effectivement, c'est là où il donne un petit peu la thèse du film, où il dit finalement, au début on isole les gens, une fois qu'on a isolé les gens, on les abreuve de fausses informations, et finalement il y a un effondrement moral qui fait que le monde s'effondre. Donc là, effectivement, maintenant que je leur dis, c'est assez transparent que c'est une critique un petit peu aussi des bulles médiatiques, quoi. Bah, ça, et puis surtout, il te dit, ça peut marcher si la société est suffisamment déstabilisée pour qu'il manque pas grand chose pour que ça pète. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui te montre dans le film, qui te disent au final dans le film, c'est que la société américaine est tellement déstabilisée de base qu'il faudrait pas grand chose pour que ça parte complètement en couille et qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et donc la petite fille va aller se réfugier dans le bunker. Et dans le bunker, qu'est-ce qu'il y a? À son grand bonheur, une armoire de DVD. Et effectivement, les DVD, qu'est-ce qu'on voit au milieu avec les jolies couleurs vertes, rouges? L'intégrale de Friends. Et ouais. En dessous de Buffy. Indiana Jones. On voit Buffy. Bon, alors ça, par rapport à la DVD tech de Nam, sachez que c'est pas un dixième. Hein. C'est-à-dire que Nam, il peut survivre à 3 apocalypses. Hein. T'exagères de ouf. En termes de proportions, je pense qu'on est dans des proportions qui commencent à être équivalentes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette petite fille qui se retrouve face à tous ces DVD et qui finalement va se réfugier dans son monde imaginaire idéalisé qu'est la série Friends? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une solution face à l'apocalypse? Ou est-ce que c'est une aliénation supplémentaire face à l'apocalypse? Parce que finalement, c'est ça qui va la sauver puisqu'elle est dans un bunker. Oui, mais moi je dirais aussi que elle est pas à ce moment-là que dans un bunker. À ce moment-là, elle est dans son safe space. Oui, il y a ça aussi. Et tu vois, genre il y a son frère plutôt dans le film qui lui demande mais c'est quoi, enfin, pourquoi cette série? C'est quoi son truc avec cette série? Et juste elle lui dit bah c'est un truc qui me rend heureux, tu vois. Et en fait c'est je dirais même au-delà de aliénation, au-delà de voilà, c'est juste avec même nous, tu vois, enfin voilà. Nous, vu notre consommation de films et de séries, ouais. On fait aussi partie des gens qui, on voit le monde autour de nous. En plus, cette année a pas été un bon cru. Voilà, les gens de manière générale ont aussi besoin de s'échapper un petit peu et d'avoir leur petit safe space, leur petit doudou vidéoludique ou vidéo tout court. L'idée de faire un parallèle finalement entre le divertissement et la vie dans un bunker, qui serait pas vraiment une vie, puisqu'en fait t'es enfermé à un endroit, et en plus elle serait totalement seule, donc elle est sauvée, mais à quel prix, quoi, d'une certaine manière. Oui, en même temps, voilà, comme dit Geoffrey, c'est aussi un échappatoire, tu vois. Ouais. Oui, bah, c'est un échappatoire de la réalité, mais aussi, voilà, dans le côté positif et à la fois aussi dans le côté négatif. Culotté d'avoir mis une armoire de DVD dans un film Netflix. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Je me suis demandé s'il y avait un petit propos là-dessus aussi, de dire... Regardez, hein, faut quand même sortir les films en physique. Netflix, ils savaient ce que c'était, ils en louaient à une époque. Donc, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que le film a un propos qui est plus intéressant au final que par rapport à ses prémices. C'est-à-dire le prémisse de prendre un peu tous les thèmes de la société, de les mélanger et d'en faire une espèce de grand système théorique. Parfois, moi, ça m'éloigne un peu du film, parce que je trouve ça un peu prétentieux, et aussi j'ai toujours ce problème que c'est toujours du point de vue de l'américain, quoi. Donc c'est un côté très first world problem basé sur des idées un peu paranoïaques, alors que des effondrements il y en a réellement à travers le monde. Si tu regardes Gaza en ce moment, c'est effondré. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans la fiction ou dans la métaphore pour voir un effondrement. Mais par contre, le fait qu'à la fin ça revienne à expliquer que l'effondrement c'est d'abord un effondrement moral et que c'est sur ça qu'il faut réfléchir, le propos me semble quand même intéressant au final. Et pareil, moi sur la mise en scène, voilà, j'ai quelques réserves sur parfois la surabondance d'effets qui pour moi un petit peu déjà fait que le film est toujours un petit peu sur le même ton, un peu toujours sur une même note et manque un peu de variation, mais qui est souvent captivant aussi. Donc moi voilà, je suis un peu tiède par rapport au film,
Mais c'est un film que j'ai regardé en tout cas sans déplaisir et qui m'a semblé avoir des choses intéressantes, même si je trouve parfois un peu inabouties. Toi, Nam, je crois que tu es un petit peu plus enthousiaste que moi. Oui, après, je pense que bah, c'est un très bon thriller. Mais en même temps, bah oui, comme voilà, tes critiques sont tout à fait valides, et je pense qu'en effet, c'est peut-être le genre de film où un deuxième visionnage sera peut-être plus compliqué que le premier, Mhm. notamment une fois que tu sais ce qui va se passer, parce que oui, un des aspects intéressants de ce film aussi, c'est que bah tu sais pas, et donc à partir du moment où tu sais, bah c'est trop tard. Donc je pense que c'est un film dont je pense que je me souviendrai. Mais c'est peut-être pas le genre de film que je reverrai. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, voilà. Le temps que ça a duré, c'était très bien. En tout cas, je trouve que c'est un film qui... ici, on fait souvent des critiques de films, mais en disant oui, on aime plutôt ça, on aime plutôt pas ça. Mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai aimé voir aussi pour... ça a activé des choses. Ça m'a fait un film qui m'a fait réfléchir, quoi. C'est vraiment, je me suis dit, tiens, est-ce que j'aime, quoi. Et au moins, je me suis pas dit, je me suis pas ennuyé devant le film en me disant, qu'est-ce que c'est que ça. Au moins, il y a une proposition d'auteur. Voilà, donc c'est un film intéressant. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le propos, je pense que c'est un film qu'on peut aimer parce que c'est un film Ah ouais. d'auteur. Et on aime bien ça. Et oui, et étonnant, encore, ça fait je sais pas le combienième film Netflix dont on parle sur cette chaîne. Ouais. Et pour l'instant, ils sont tous bien. Bon, alors c'est aussi parce que c'est la fin de l'année et sortent tous les films pour les Oscars aussi, Oui. on est. Mais en tout cas, c'est vrai que de toute façon, il y a toujours une idée que les films Netflix sont souvent mauvais. Bon, après, on focalise aussi sur les événements et sur les meilleurs. C'est sûr que quand on va se taper le prochain thriller d'action avec Gal Gadot, ce sera sans doute moins bien. Il y a encore un espace de cinéma sur Netflix. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait l'actu streaming. C'est aussi pour un petit peu montrer Ah qu'il oui, bien sûr. peut y avoir des choses intéressantes. Nam, est-ce qu'on fait nos petites recos de fin Oui, tout à fait. de vidéo? C'est quoi Tout le à film que fait. tu recommandes? Alors, moi, je recommande un seul film parce que moi, j'arrive à me décider. Ouais, bah N'est-ce moi pas? j'en ai deux, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Et donc, c'est également un deuxième film. J'ai vérifié tout à l'heure. Qui parle également d'effondrement, qui parle également de bunker survivaliste. Il s'agit de Tech Shelter Eh oui, de Jeff Nichols. Voilà, très bon choix. avec Michael Shannon et Jessica Chastain, Mhm. bien sûr, qui est donc un père de famille qui commence à avoir des rêves enfin des cauchemars plutôt très visuels et qui le réveillent en sueur la nuit. Et il a une prémonition, il a une sensation, quelque chose va arriver, le monde va s'effondrer, voilà, on a l'effondrement bien entendu, qui prendrait pour lui la forme d'un déluge. Et du coup, il commence à construire un bunker, il commence à être obsédé par son bunker, et jusqu'à ce que ça commence à empiéter sur ses relations avec sa famille, ses proches, ses amis, son travail. Il devient survivaliste, un survivaliste hardcore. C'est comme s'il était tombé dans une secte, mais tout seul. Et voilà, c'est fascinant, le film est vachement bien, je vous le recommande. Très gros succès à l'époque. Je vous le recommande aussi, tous les films de Jeff Nichols de manière générale. Alors moi les deux recos que j'ai à faire, c'est des films très connus, donc je ne vais pas avoir besoin de les présenter beaucoup. Le premier, c'est un autre film Netflix qui est sorti récemment et qui parle d'effondrement, de réchauffement climatique, d'apocalypse, c'est Don't Look Up. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder parce que c'est quand même pas mal. Et je trouve que Don't Look Up, par rapport... Alors peut-être qu'il m'a manqué aussi dans Le Monde Après Nous, c'est que parfois ça manquait un petit peu d'humour et de second degré. C'est-à-dire parfois le film Oui. manquait un petit peu de légèreté. Était un peu sérieux. Don't Look Up, c'est une comédie azimutée. Donc vous pouvez y aller avec grande joie et grand plaisir si vous l'avez raté. Et le deuxième est très connu aussi, et c'est de l'année dernière aussi. Et c'est Triangle of Sadness, sans filtre en français. Le film qui avait eu la Palme d'Or de Ruben Östlund, où finalement un petit bateau de croisière avec des riches et des domestiques, on va dire ça, enfin du personnel de bord, quoi, va se cracher sur une île déserte. Et donc cette micro-société va s'effondrer et se reconfigurer, mais selon de nouveaux rapports de pouvoir. Et voilà, ça c'est ce qui m'a intéressé, c'est plutôt le traitement un petit peu social des choses et montrer comment la position des uns peut basculer au gré des circonstances matérielles, quoi. Et donc voilà, ça j'ai trouvé ça très très chouette. Donc pareil, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, l'apocalypse est dans l'air du temps. La paranoïa aussi.
bon, Je dirais même plus vivons que gaiement, hein. l'apocalypse, c'est maintenant. C'est maintenant, putain. Si vous avez cette ref-là, bravo à vous et vous êtes vieux. Oui, il y a même Et- deux refs, il y a même deux refs, non, deux refs en une. Ouais, Parce que c'est maintenant. l'apocalypse, c'est maintenant. Ouais, L'apocalypse maintenant. Ouais. c'est terrible. Voilà. En tout cas, si vous avez suivi la vidéo sur YouTube et que vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à nous donner des petits conseils pour améliorer les choses. On a un nouvel overlay. Est-ce que vous aimez l'overlay? Est-ce que vous n'aimez pas l'overlay? Voilà, il évoluera de toute façon. Et du coup, bye bye.